3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Benatia est avec nous ce soir, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Raphaël, tu nous accompagnes, le responsable des stratégies de marché de capitaux de Tikeo Capital. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Grégoire. Olivier Rajard est avec nous également, le directeur des investissements de Neuflis OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Bon, les marchés ont vécu ces derniers jours au rythme de la géopolitique et de cette guerre dite des 12 jours entre Israël et la République islamique d'Iran, avec une implication directe des États-Unis. Aujourd'hui, à ce stade, le marché semble acté de la disparition d'un certain nombre de risques extrêmes dans cette région et spécifiquement dans ce conflit entre Israël et l'Iran. Olivier ? Effectivement, il semble que le processus de désescalade soit lancé et que les investisseurs considèrent désormais que le risque géopolitique est derrière nous. Ce qu'il y a d'intéressant dans la séquence que l'on vient d'avoir, c'est qu'elle confirme les séquences traditionnelles que nous avons en période de risque géopolitique, à savoir, d'abord, les marchés financiers ne réagissent peu en préambule d'un événement géopolitique. C'est ce que nous avons eu cette fois-ci. Ensuite, lorsque l'événement se produit, la baisse est plutôt modeste. On constate que sur les 30 risques géopolitiques ou les 30 événements politiques et géopolitiques que nous avons eus depuis l'après-guerre, la baisse moyenne est de l'ordre de 5,5% à peu près. Troisième élément, lorsque la désescalade se produit, le rebond est très rapide et on efface très logiquement la baisse générée par cet événement géopolitique. Et puis enfin, dernier élément, il faut apporter un bémol à cette analyse, à savoir que lorsque nous avons des tensions fortes sur les prix du baril de pétrole, dans ce cas-là, la baisse est un peu plus marquée, la durée de cette baisse est également un peu plus marquée et le rebond prend davantage de temps à se former. Dans le cas de cette guerre de 12 jours, le pétrole n'a que peu bougé. Pourquoi ? Parce que les investisseurs ont constaté que les infrastructures pétrolières de la région, mais surtout de l'Iran, étaient préservées. Et donc les investisseurs ont tablé sur le fait que nous n'allions pas être confrontés à un risque de choc pétrolier qui, évidemment, aurait remis en cause la perspective de croissance de l'économie mondiale. Ouais. Nathalie, oui, pardon Olivier. Donc voilà, cette séquence est véritablement... La parenthèse se referme pour les marchés en tout cas. Exactement, bien sûr, pour les marchés, pour les investisseurs. Bon. On verra sur le moyen terme comment les choses évoluent et j'allais dire si le coût opportunité pour le régime iranien de poursuivre un programme nucléaire à visée militaire reste un coût-bénéfice intéressant ou est-ce que les choses ont changé de ce point de vue-là. Mais sur le plan macro, oui, effectivement, le risque provenait essentiellement du choc pétrolier potentiel, Nathalie, qui n'a pas eu lieu. Qui n'a pas eu lieu pour plusieurs raisons. Il ne faut pas oublier le rôle de l'OPEP, qui nous a habitués ces derniers temps à réagir très très rapidement à ce qui aurait pu être une situation beaucoup plus compliquée. Autrement dit l'Arabie Saoudite. Saoudite, disons. Oui. Sur l'histoire de l'éventuelle fermeture du détroit d'Ormuz, il est assez rapidement apparu que ce n'était pas une bonne idée pour l'Iran non plus. Donc c'est vrai que ce risque a été peut-être moins pris en compte par les marchés. Et puis malgré tout se passait comme les crises habituelles, au bémol près de l'impondérable Trump qui nous a dit « je vais peut-être y aller, je vais peut-être pas y aller » et finalement qui est allé sans rien dire à personne. Et c'est vrai que compte tenu de l'ampleur de cette surprise-là, parce que j'allais dire malheureusement qu'il y a un conflit armé entre Israël et l'Iran, ce n'était pas une telle surprise pour personne et pour les marchés financiers. La réaction des États-Unis, avec même un nom pour l'opération, comme aux plus belles heures, voilà, le marteau de minuit. Finalement, les réactions des marchés ont été relativement modérées. Et puis c'est vrai que tout s'est passé très très vite. Raphaël, vos commentaires sur ce conflit. Intéressant de noter aussi sur la partie pétrolière que Donald Trump a donné son blanc-seing visiblement à la Chine pour acheter le pétrole iranien de manière officielle. La Chine ne doit pas se priver d'acheter du pétrole iranien aujourd'hui, mais visiblement le régime de sanctions peut s'alléger vis-à-vis de la Chine quand il s'agit de se fournir auprès de l'Iran. La partie d'échec continue. On a l'impression que ce n'est pas tout à fait la fin de l'histoire. On observe ça avec attention. D'ailleurs, il parle de guerre des 12 jours, référence évidemment à la guerre de 6 jours, qui avait été un changement de régime dans la région. Donc, est-ce qu'on va avoir un changement de régime qui, en ruissellement, pourrait impacter
aussi les marchés, c'est à voir. Mais effectivement, on est impressionné de voir à quel point les marchés ont eu cette capacité de résilience et sûrement aussi une forme de mémoire des marchés vis-à-vis de ce qui s'est passé lors du jour de la libération. Peut-être qu'on commence à s'habituer à l'administration Trump, à ces grands effets d'annonce, à cette capacité d'être très pragmatique aussi et de reculer au dernier moment pour éviter le pire. Et dans ces conditions, c'est vrai qu'assez rapidement, voyant d'une part que les approvisionnements de pétrole, a priori, ne seraient pas impactés, et que d'autre part, le déséquilibre militaire était tel qu'une escalade grave était peut-être moins probable qu'attendu, le marché a eu cette capacité de garder son sang-froid, de ne pas vendre à la baisse comme il avait pu faire lors du jour de la libération et de juger sur pièce. Donc on est impressionné. Maintenant, c'est vrai que le risque géopolitique reste. On parle effectivement de cet échiquier et globalement, il y a probablement une prime de géopolitique à espérer, à attendre des actifs risqués aujourd'hui dans ce contexte. Et puis on va pouvoir se reconcentrer sur les grands sujets qui nous occupent aujourd'hui. C'est vrai que finalement, cette thématique géopolitique sur cette séquence-là, elle avait été presque anecdotique. Là où on sait, je suis sûr qu'on va en parler, les droits de douane, le ralentissement macro, la thématique des taux d'intérêt, ce que font les valeurs refuges. Il y a encore beaucoup de grains à moudre, donc on se reconcentre sur l'essentiel. Ouais, bon, restons quand même dans le domaine de la défense, puisque aujourd'hui, l'OTAN et les 32 alliés de l'OTAN viennent de valider ce qui était la demande de Donald Trump, monter, muscler les efforts budgétaires pour la défense cœur et la sécurité en général. Donc c'est 3,5% plus 1,5%, ça nous donne 5,5% rapporté au PIB, bien sûr, à atteindre en matière de dépenses à horizon 2035. C'est pas nouveau. Enfin, on en parle depuis un moment. Vous êtes positionné notamment à travers certaines stratégies sur la souveraineté, sur ce secteur de la défense. C'est quand même important que ce chiffre de 5% soit aujourd'hui acté par l'ensemble de l'Alliance, Raphaël. Oui, on est petit à petit en train de rentrer dans une forme de confirmation des grands effets d'annonce qui avaient eu lieu. On a beaucoup dit attention, on est fébrile sur la thématique de la défense, il faut réinvestir la défense, se la réapproprier. 80% de nos équipements, de dépenses d'équipement sont passés à l'étranger, en particulier aux États-Unis. On sait qu'on est en grand état de faiblesse sur certains équipements et certaines thématiques. Donc il y avait eu beaucoup d'annonces et c'est vrai que chaque jour qui passe, chaque réunion du G7 et d'autres et de l'OTAN nous rapproche de cette idée que oui, ça y est, on est en train de voir le déploiement de ces capitaux. Alors, le budget de la défense, il a beaucoup augmenté ces dernières années déjà. Il a doublé en Europe sur 10 ans, il fait plus 30% sur les 3 dernières années, mais on sent bien qu'il y a une accélération. Et quand on parle de 3,5% du PIB ou de 5% si on inclut la sécurité, on parle évidemment de montants vertigineux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les investisseurs? Vous me voyez venir gros comme une maison. Effectivement, de notre point de vue, c'est probablement une thématique à prendre en compte dans les portefeuilles. On est à l'aube d'une méga-tendance. C'est un méga-trend, voilà. C'est un méga-trend. Il faut savoir se projeter sur le long terme vis-à-vis de cette méga-tendance. De la même façon qu'on va dire que, d'une façon ou d'une autre, il faut être exposé à l'IA aujourd'hui dans un portefeuille de long terme. Probablement qu'il faut être exposé d'une manière ou d'une autre à cette thématique de défense européenne. Alors, un des grands questionnements que le pouvoir public ont, c'est comment donner accès aux particuliers à cette thématique. On manque de véhicules, on manque d'instruments financiers pour financer ces besoins en capitaux qui sont gigantesques. Donc effectivement, ça va être aussi une thématique. Vous savez qu'on a lancé un fonds de private equity cette semaine dédié à la clientèle particulière qui co-investit avec nous sur des entreprises de défense et de cyber, un fonds de souveraineté sur les actions listées. Voilà, on doit avoir une multiplication de ces efforts-là pour accompagner cet effort public de défense à travers le financement de toute la chaîne de valeur. Mais ça veut dire que le constat que vous faites, c'est sans l'épargne privée, tout ce qu'on raconte là, ça ne verra jamais le jour. Alors, c'est une certitude. Ouais. Et ça dépasse d'ailleurs le cadre de la défense. On est vraiment sur une thématique cœur de l'Europe, à savoir qu'on a beaucoup de dépenses à engager sur la défense, sur la décarbonation, sur l'accroissement de l'âge moyen de la population, et aucune flexibilité budgétaire. Ouais. Donc cet argent, il va falloir le trouver. Et c'est vrai qu'en Europe, globalement, les particuliers sont peu investis. C'est un constat qu'on fait depuis des décennies. Je lisais que la moyenne d'exposition au marché action des ménages en Europe est d'environ 10-12%.
Aux États-Unis, c'est 49%. Qu'en Europe, il y a beaucoup d'épargne disponible, 33 000 milliards d'épargne disponible, 30% étant cash ou quasi-cash. Donc c'est gigantesque, c'est 2 fois plus que ce qu'on voit aux États-Unis. C'est vraiment ça l'enjeu, réussir à mobiliser l'épargne des Européens pour financer ces grands enjeux nationaux et européens, parce qu'effectivement, l'argent public sera limité. Une question un peu peut-être triviale, mais le thème de la défense en private equity, ça se vend comment en particulier? Enfin, je veux dire, le thème n'est pas un thème qui rebute le particulier. Alors, au contraire, c'est le début de l'approche. Mais effectivement, la défense, c'est finalement un segment qui est très fragmenté. On a des très grands donneurs d'ordre, beaucoup d'ailleurs français, qui sont effectivement en haut de la chaîne de valeur. Mais ensuite, cette chaîne de valeur, elle est très fragmentée. Elle est composée de petites et moyennes entreprises, pour la plupart non cotées, bien sûr, qui vont produire pour l'une un tel ventilateur pour le Rafale, pour l'autre telle pièce spécifique pour un autre équipement militaire. Et donc cette chaîne de valeur qui est clairement le pilier indispensable de ces grands donneurs d'ordre pour pouvoir fonctionner, elle a besoin de capital. Donc aller effectivement à acheter en bourse Safran et Thales, c'est une très bonne chose, mais il y a aussi cette nécessité d'adresser de la chaîne de valeur en dessous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comment le faire avec l'argent privé? C'est à travers des stratégies de private equity et cette volonté qu'ont le gouvernement et les gouvernements de donner davantage accès à cette classe d'actifs aux particuliers. Bon, il y a effectivement la capacité à mobiliser l'épargne des Européens sur ces sujets. Il y a aussi peut-être la capacité de l'Europe à mettre en place des financements communs pour des projets dédiés à la défense et à la sécurité. Est-ce que valider des objectifs de 5% ambitieux de dépenses de défense et de sécurité à horizon 2035, est-ce que ça nous rapproche de facto d'un moment un peu eurobonds sur ces questions, Nathalie? C'est la question qui tourne, mais même sans parler d'eurobonds, sans aller jusqu'aux eurobonds, c'est à mon sens une brique de plus dans la construction européenne et une brique indispensable. Et on le voit d'ailleurs dans les enquêtes auprès des Européens. Les Européens sont de plus en plus contents de l'Europe, finalement. Après beaucoup d'années, beaucoup de décennies, c'est une tendance qui se dessine très clairement. Et typiquement, le thème de la défense ou de la souveraineté plus largement, même si ça reste à définir, c'est un thème qui séduit les Européens, qui séduit les investisseurs particuliers. Et donc, c'est véritablement un plan, un pas important à franchir. Ça résonne positivement. C'était un peu le sens de ma question à Raphaël. Pour des clients privés, des particuliers, c'est un thème qui résonne positivement aujourd'hui. C'est un thème qui résonne positivement. Et au-delà, on parlait de mégatrends, évidemment, ce sont des dépenses qui vont se faire sur des décennies, avec l'idée également, mais là on va voir si la construction européenne est bien au rendez-vous, puisqu'on sait que l'Espagne traîne un peu les pieds et a obtenu d'ailleurs une forme d'exemption. Voilà, une forme d'exemption. Si on regarde des graphiques très simples, les investissements en défense pour le moment, en gros on a la zone euro, la France et l'Allemagne à 2%. L'Italie, l'Espagne en dessous, et puis on a des gens qui sont un peu plus concernés par les conflits qui ont pu se passer et qui malheureusement se passent toujours plus à l'Est, qui évidemment ont musclé d'ores et déjà leurs dépenses. Donc c'est vraiment un thème très très important, et effectivement, à un moment ou à un autre, la question des eurobonds sur ces thèmes va se poser. Oui, ça fait partie forcément des solutions qui devront être explorées peut-être à un moment. Olivier, sur ce thème de la défense, de la sécurité, qui est un thème aujourd'hui très, très européen, il faut le dire. Je pense que le thème de la défense, il résonne avec deux questions. Celle qui a été évoquée, à savoir la restauration de la compétitivité européenne, et l'autre thème qui est la surperformance potentielle des marchés européens à long terme, compte tenu de cette restauration de la compétitivité européenne. Sur le premier point, si jamais ce ReArm Europe se met effectivement en place, ça sera un très bon signal selon lequel l'Europe est en train de se renforcer et est en train de suivre la feuille de route qui a été définie ou expliquée dans le rapport Draghi, puis endossée par la Commission européenne. Je rappelle ces 3 piliers, fermer le gap d'innovation, poursuivre la feuille de route de décarbonation et réduire les dépendances excessives et renforcer
la sécurité. Donc ça serait un très bon signal et ça validerait potentiellement un re-rating des actifs européens. Et ça poserait logiquement la question de la place des actifs européens dans des allocations d'actifs après 10 années ou 15 années de surperformance des actions américaines. Donc à suivre. Oui. Ouais. C'est un thème structurant, effectivement, pour le retour des investisseurs en Europe. Tout à fait. Ouais. Bon, ça nous amène à parler peut-être de l'euro. Et en miroir du dollar. Non, mais l'euro à 1,16, qu'est-ce que ça reflète à l'issue de ce premier semestre, Olivier? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe? Et est-ce que ça commence à être un sujet qui peut aussi tourner en vent contraire à un moment? Alors, c'est désinflationniste, c'est bon pour la Banque Centrale Européenne, mais est-ce qu'on commence à atteindre des seuils qui peuvent perturber d'autres équilibres du point de vue des entreprises, par exemple? J'ai l'impression qu'on n'est jamais content avec lui. Parce que quand il est trop faible, on dit il est trop faible, ça va nous poser un problème. Et quand il est trop fort, on va chercher Tout dépend de la raison pour laquelle il monte. Exactement. Ouais. Donc je pense que l'euro... Le taux de change, parce que le dollar baisse, on en parlera, mais voilà. Le taux de change effectif de l'euro, donc pondéré avec les principaux partenaires commerciaux, lui est au sommet, ou quasiment. Je pense qu'il y a deux drivers. Le premier driver vient, si on se concentre sur l'euro-dollar, de la faiblesse du dollar qui s'explique par la politique de l'administration Trump et sa volonté de faire baisser le dollar. Et en face de ça, on a des signes d'une restauration de la compétitivité de l'européenne qui se sont manifestés de deux manières au premier semestre, ReArm Europe et l'Allemagne. L'Allemagne qui a annoncé quand même un méga plan de relance sur les infrastructures, plus la possibilité de faire des dépenses massives en défense, qui change quand même la donne pour la première économie de la zone euro et qui ouvre la possibilité que cette zone euro se porte mieux au cours des prochaines années. D'où ce renforcement. Ensuite, quand on regarde le mouvement de l'euro contre le dollar, on va dire sur les 20 dernières années, ce que l'on constate, c'est qu'on a deux types de mouvements. On a le mouvement cyclique, où l'euro se renforce, le dollar s'affaiblit sur des périodes qui durent de 12 à 36 mois à peu près. On a eu deux mouvements d'une amplitude de l'ordre de 15 à 18% en 2016-2018 et en 2020-2021. Ouais. Et on est à peu près dans ce type de mouvement aujourd'hui, donc c'est un mouvement qui est assez naturel. Et puis ensuite, on a un deuxième type de mouvement où le mouvement de renforcement de l'euro et d'affaiblissement du dollar est beaucoup plus structurel et peut s'étaler sur plusieurs années, à l'image de ce qu'on a eu entre, par exemple, 2002 et 2006-2007, ouais. Où on avait eu un euro-dollar à 1,60. Ouais. On n'en est pas là. Pour l'instant, sur ce deuxième mouvement, on n'est que dans le premier mouvement. D'accord. C'est la raison pour laquelle on considère qu'au cours du second semestre, cet euro-dollar va probablement se stabiliser autour de ces niveaux. Par contre, à moyen terme, cette question d'un affaiblissement structurel du dollar est une question que les investisseurs vont très sérieusement considérer. Et qui dépendra de quoi ? Et qui dépendra de beaucoup de choses, mais qui dépendra d'abord probablement de la capacité de l'Europe à délivrer ce qu'elle doit délivrer, donc restaurer sa compétitivité, et d'une dynamique de fragmentation géoéconomique en fait qui pénalise in fine tous les actifs américains. Si cette dynamique de fragmentation géoéconomique qui semble se dessiner, qui a plusieurs piliers politiques, économiques, technologiques et financiers, se confirme et s'amplifie, on aura probablement des investisseurs internationaux qui seront moins acheteurs de dollars et donc des problématiques potentielles de financement américain plus importants qui justifieraient que le dollar glisse tranquillement au cours de ces prochaines années. Ouais. Mais on est dans la phase cyclique, de dépréciation. Il nous semble qu'on est aujourd'hui dans la phase uniquement cyclique. Ah ouais. Est-ce que c'est l'analyse que vous faites aussi, Nathalie, et partant d'une baisse du dollar, de l'ordre de 10%, effectivement, depuis le début de l'année, qu'est-ce qui pourrait continuer de faire baisser le dollar ? La situation fiscale semble établie. La loi n'a pas été votée, mais on sait que le déficit va quand même rester élevé.
on s'est réhabitué à Donald Trump au cours de ces 6 premiers mois de l'année. Est-ce qu'il y a encore des catalyseurs à la baisse sur le dollar ? Avec quand même un écart de taux d'intérêt majeur désormais entre les États-Unis et l'Europe, qui est censé servir à un moment de corde de rappel. Alors, sur l'écart de taux d'intérêt, on suit l'impact des nouvelles macroéconomiques sur le dollar, et pour le moment, il semble que ça se soit pris en compte dans les cours. À voir si cet indicateur est tout à fait valable, mais en tout cas, il est construit à peu près proprement. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le niveau du dollar aujourd'hui tient compte, intègre ce différentiel de taux. Tiendrait compte de ce différentiel de taux. Mais ça aussi, ça peut changer rapidement. Alors effectivement, on est plutôt dans un mouvement cyclique. J'ai l'impression, malgré tout, même si on parle de la parité euro-dollar, essentiellement dans un mouvement de dollar. Les considérations sur la compétitivité sont tout à fait justes. Je ne suis pas persuadé qu'elles aient été prises en compte ces derniers mois. Et si on regarde le taux de change effectif réel du dollar, il reste survalorisé en fait. Donc à long terme, on a toute bonne raison de penser que le dollar va continuer à baisser. Alors après, à long terme, c'est quel horizon et quel sera le déclencheur ? Je ne sais pas, peut-être qu'on va reprendre l'habitude de regarder les fameux déficits jumeaux. Après tout, ça fait très très longtemps qu'on ne les regarde pas, c'est-à-dire le déficit budgétaire et le déficit de la balance commerciale. Après, on l'a vu, moi ce qui m'a frappé, c'est qu'on écrivait tous fin de l'exceptionnalisme américain, baisse du dollar, et puis effectivement, quand il y a eu un accro géopolitique, le dollar s'est renforcé. Donc il y a toujours un peu des esprits animaux qui tournent derrière pour compliquer la chose. Mais oui, à moyen long terme, on peut raisonnablement être baissier dollar avec de bons arguments. Après, n'oublions pas le facteur Trump qui un jour se réveillera peut-être en trouvant que le dollar est trop bas parce que quelqu'un lui aura dit que le dollar est très bas. Du côté de l'euro, en revanche, ce qui m'a frappé... Parce qu'il n'y a pas que des avantages. Ce qui n'a pas que des avantages, malgré tout. Alors, pour les Ils considèrent qu'ils sont pénalisés par ce dollar, le statut de monnaie de réserve du dollar, mais ça présente aussi des avantages d'avoir une monnaie forte. C'est vrai que pour les États-Unis, les mécanismes d'inflation importée jouent moins, puisque pratiquement tout se fait en dollars. Mais ce qui m'a frappé aussi, c'est un récent discours de Christine Lagarde où elle mettait en avant le rôle que l'euro doit jouer en tant que devise de réserve. Et ça, on serait effectivement dans une autre étape. Mais ça renvoie l'Europe à ses défis. On l'a pas évoqué ou peu évoqué, mais l'union des marchés de capitaux est aussi, j'imagine, un instrument qui doit participer à l'accès de l'euro au statut de monnaie de réserve. On est encore à la découverte des prix dans cette affaire du dollar et face à ça, des primes de terme aussi, peut-être, de la reconstitution des primes de terme sur des obligations souveraines américaines. Les deux mécaniques vont un peu ensemble. Raphaël, on n'a pas encore trouvé le point d'équilibre. Oui, tout à fait. On se cherche un petit peu sur cette thématique. On voit très bien que quelque chose est en train de s'enclencher. Alors, la fin de l'exceptionnalisme américain, ça paraît peut-être excessif, mais un rééquilibrage qui était probablement nécessaire d'ailleurs. Si vous regardez depuis le Covid, pour $1 investi dans le monde, 80 cents l'ont été aux États-Unis. Donc, il y a une espèce d'aspiration des actifs vers les États-Unis qui n'était pas peut-être soutenable sur le long terme. On assiste aujourd'hui à un rééquilibrage, alors qui est très opportun aussi, cet équilibrage, au moment où il y a une tension géopolitique, où le dollar sert maintenant d'arme politique, surtout vis-à-vis de l'administration Trump. Donc effectivement, il y a une volonté tactique de réfléchir à son exposition dollar, à sa dépendance vis-à-vis du dollar. Ça, c'est des conversations qu'on a très concrètement toutes les semaines avec des grands acteurs internationaux, des grands investisseurs en Asie, au Moyen-Orient, très exposés au dollar naturellement, qui se posent des questions. Et effectivement, quand on regarde autour de soi et qu'on cherche à investir ailleurs, dans un marché peut-être moins cher, organisé avec un cadre légal et contractuel stable, une profondeur suffisante, il n'y a pas 50 possibilités non plus. Non. Donc effectivement, cette tendance, elle est peut-être amenée à perdurer. Et cet afflux de capitaux vers les États-Unis depuis 5 ans, elle a créé évidemment deux choses qui sont très liées. D'une part, une surperformance américaine qui a été remarquable, toutes classes d'actifs confondues, et une survalorisation des actifs américains, qui sont chers absolument partout où vous regardez, évidemment sur les actions. Le prime US est la plus élevée historique en relatif à l'Europe.
sur le crédit, où pour la première fois depuis 15 ans, les primes de risque crédit aux US sont plus serrées que les primes de risque en Europe. Ce n'est jamais arrivé avant, ça fait maintenant quelques mois que c'est le cas. Parce que la qualité du crédit américain est moins bonne que la qualité du crédit européen, c'est ça, historiquement. En termes de levier, en termes de rating, de couverture d'intérêt, c'est un marché qui est de moins bonne qualité structurellement. Et puis peut-être aussi sur le dollar, qui était peut-être effectivement artificiellement trop cher. Et donc, on est dans un mécanisme de réajustement. Est-ce qu'on va avoir un effet balancier contraire qui va nous emmener à un excès d'allocation sur l'Europe? On n'en est pas là. Mais effectivement, on parle de très grandes sommes de capitaux à redéployer et probablement un phénomène qui pourrait perdurer. Je sais que c'est dur à suivre, mais est-ce qu'on voit des flux qui valident effectivement cette thèse-là, qu'on partage tous, Raphaël certes, le marché américain a connu un sacré trou d'air, mais il a connu un rebond spectaculaire également depuis 2 mois. Rebond qui a été emmené par les Max 7. C'est-à-dire ce qui a été quand même le moteur de ce marché américain pendant cette période d'exceptionnalisme sous stéroïdes. Est-ce qu'on n'est pas en train est-ce qu'il y a une forme de complaisance? Est-ce qu'il y a un biais de confirmation qui s'est installé, qui est solide chez des investisseurs particuliers américains, qui sont une partie prenante importante aujourd'hui du marché? Le S&P est à 50 points de ses records historiques et le Nasdaq doit être à quelques pourcents également de ses sommets historiques de début d'année. Ah oui, mais alors, quand on regarde des flux à l'échelle du marché par classe d'actifs, on voit une forme, alors on ne voit pas un renversement, ce n'est pas encore très spectaculaire, mais on voit une forme d'inflexion. Effectivement, on commence à avoir des flux entrants en Europe, sur les actions aussi, sur l'obligataire en particulier, et ce déséquilibre est en train de se stabiliser avec une forme de point d'inflexion. De manière plus anecdotique dans nos conversations, là, nous, on le voit très bien, c'est-à-dire on a beaucoup de conversations sur le sujet-là. J'ai parlé en particulier de l'Est, effectivement, où c'est manifeste, en Asie, en Chine aussi. Alors, quand on vous parle de l'Europe en Chine, on voit les grands yeux ouverts, parce qu'effectivement, ça paraît très exotique. On va dire Pour eux, c'est exotique, oui. Parler à un family office en Chine, ils sont à la fois intéressés de parler Europe, mais ils se rendent compte que c'est quand même très lointain, très fragmenté, très compliqué, et qu'ils n'ont pas tellement l'habitude, donc ça va probablement mettre du temps. Mais de manière anecdotique aussi, on voit cette tendance-là. Mais vous avez commencé la conversation avec cette notion de découverte de prix. Jusqu'où peut-on aller? On est vraiment là. On ne sait pas exactement jusqu'où ça peut aller. Bon. L'Europe a été quand même un bon performeur. Les actifs européens ont été des bons performeurs sur cette première partie d'année. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que les arguments restent en faveur d'une poursuite du mouvement sur les actifs européens? Je parle pour la deuxième partie de cette année, Olivier. Ou est-ce qu'il faut être aussi pragmatique? Et est-ce qu'il faut revenir à quelque chose de plus équilibré, peut-être, dans les portefeuilles? Ce que l'on voit, c'est qu'en devise locale, on a quand même un marché américain qui, depuis quelques semaines, depuis fin mai, fait mieux que les marchés européens, d'où le retour sur les points hauts, etc. Par contre, lorsqu'on intègre l'euro et donc la baisse du dollar, effectivement, on est sur une performance relative de l'ordre de moins 20% des marchés américains par rapport au marché européen, donc change intégré. La perspective pour les prochains mois nous semble être la suivante. Du côté des États-Unis, on a 2 facteurs qui devraient soutenir les marchés américains. Des earnings qui vont rester probablement relativement solides et un agenda politique un peu plus défavorable, et en particulier tout le sujet de la dérégulation. Plus favorable. Plus favorable. Oui, pardon. Plus favorable. Oui, j'entends. Avec le sujet de la dérégulation, en particulier de 3 secteurs, donc énergie, finance et tout le secteur de la tech. Donc on doit avoir quand même des facteurs de soutien à ce marché américain. Et en face de ça, du côté de la zone euro, là aussi, on considère qu'on a des facteurs de soutien, puisque la Banque centrale européenne devrait, selon nous, continuer de baisser ses taux. On imagine 1,50 sur le taux de dépôt d'ici à la fin de l'année. Les grandes annonces budgétaires, les grands plans vont commencer à avoir une matérialité, et donc soutenir la croissance économique européenne en 2026, et donc la croissance des résultats des entreprises qui est attendue en forte hausse l'année prochaine. Quand on regarde les analystes, on est sur des attentes de progression de bénéfices supérieures à 10% l'année prochaine.
Donc quand on regarde les deux, on se dit... Tout n'est pas totalement intégré, de part et d'autre de l'Atlantique. Tout n'est pas totalement intégré, et donc c'est la raison pour laquelle, pour notre part, en allocation régionale, on avait augmenté l'Europe au premier trimestre, réduit les États-Unis, et aujourd'hui on reste relativement équilibré entre les deux zones, et on n'imagine pas nécessairement faire de mouvements au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Après, au-delà, pour nous, la question qui se pose de manière plus stratégique est de savoir si on croit à cette restauration de la compétitivité européenne et on croit à la fin de l'exceptionnalisme américain, fin toute relative. Oui, oui. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, il faudra aller plus loin. Il faudra aller plus loin sur la pondération des actifs européens dans les allocations. Mais je reviens sur les perspectives bénéficiaires, notamment pour les entreprises américaines. À l'issue de Liberation Day du premier trimestre, les révisions n'ont pas été si fortes, à la baisse, j'entends, n'ont pas été si majeures que ça. À considérer que même avec un péage moyen aux États-Unis qui pourrait tomber autour de, je sais pas, 15%, alors je me tourne vers vous, Nathalie, l'économiste, mais les droits de douane moyens pourraient tomber autour de... Oui, c'est vous avez quel chiffre? 16%. 16%. Bon, ben voilà, j'ai entendu 17% à midi, 16%, 15% aujourd'hui. Même avec ce péage moyen surélevé, on peut continuer d'avoir des entreprises, des multinationales en l'occurrence américaines, qui continuent d'afficher des croissances bénéficiaires soutenues. Alors, en face de ça, il y a la baisse des taux d'imposition des entreprises, qui est un facteur de soutien. Aujourd'hui, les analyses sont sur une attente de progression des bénéfices sur l'année 2025 qui est autour de 9%, à peu près un peu plus, légèrement au-dessus de 9%. Peut-être que 9%, c'est un peu trop important, mais on ne serait pas surpris d'avoir une progression des résultats des entreprises américaines autour de 7-8% sur l'année 2025. Donc la raison pour laquelle on reste relativement confortable. Bon, sur les banques centrales, la Réserve fédérale américaine, peut-être, Nathalie bon, Jérôme Powell réaffirme une position d'attente. Est-ce qu'il a raison, entre guillemets, ou enfin, quels sont les arguments qui plaident pour cette position d'attente, sachant qu'au sein de son board, il y a quand même des voix dissidentes de poids lourds qui se font entendre. Alors, ça a été Chris Waller, joint par Michel Bowman, qui sont des membres importants, encore une fois, des voix importantes du FOMC. Et est-ce que Jérôme Powell, en tenant cette position d'attente, prend le risque d'être en retard, peut-être pour reprendre la terminologie employée par Donald Trump. Non, mais en retard étant le surnom le plus Mr. Too Late, Mr. Too Late. Non, mais c'est un risque qu'on peut évaluer. Est-ce qu'il y a un risque, effectivement, que la Fed soit peut-être en retard avec une fonction de réaction telle qu'elle est définie aujourd'hui par Jérôme Powell? L'impression, c'est que Jérôme Powell, en ce moment, et pour le moment, le comité n'a pas vraiment envie de passer à ce qu'on appelle une politique monétaire préventive. Ce qu'il nous raconte, c'est le marché du travail tient encore bien, l'inflation baisse, et donc on est dans une formidable position pour attendre. C'est vrai que les données sont troublantes, malgré tout, puisque alors il va falloir regarder les chiffres du premier semestre, puisque le premier trimestre a été tordu dans un sens, le deuxième trimestre devrait... Je rappelle, l'effet du commerce extérieur sur le PIB du premier trimestre a été massif, majeur. Plus le stockage en prime, j'allais dire. Donc normalement, ces tendances sont en partie retournées, mais donc ça ne facilite pas la lecture de la conjoncture. Et c'est vrai que si on regarde l'emploi, il y a quelques petits signes de tassement. On l'a vu dans l'enquête auprès des consommateurs sur la perception du marché de l'emploi. Mais on n'a vraiment pas l'impression d'être au bord du précipice pour l'emploi américain. Donc, manifestement, Powell a cette attitude wait and see et attendons les données. Ce qui est frappant, c'est que c'est aussi bien Christopher Waller que Michel Bowman ont plutôt mis l'accent pour justifier, pour indiquer qu'eux seraient en faveur d'une baisse de taux en juillet, ont plutôt mis l'accent sur l'inflation qui baisse et l'inflation qui serait transitoire, alors que Powell nous a fait le coup de l'économiste qui est loin d'être manchot, puisqu'il a dit l'inflation peut être transitoire, ou alors peut-être qu'elle va durer plus longtemps. Et finalement, c'est aussi bien Waller que Bowman ont peut parler des risques sur la croissance, un petit peu sur l'emploi, mais assez peu. Donc on sent bien que même eux qui veulent se positionner contre Powell,
n'ont pas l'air bien convaincus de leur scénario. On parle juste de neutraliser une politique monétaire dont le réglage est encore modérément restrictif. C'est vrai que Powell a reconnu lui-même que c'était modérément restrictif. Et pourquoi le choc de prix lié aux tarifs ne serait pas transitoire ? Il entretient cet équilibre. Pourquoi ? Parce qu'il est traumatisé par l'épisode inflationniste précédent qui aura fini avec un peu plus de temps que prévu par être en grande partie transitoire quand même. Est-ce que c'est une question de politique, j'allais dire, pour gérer l'opinion ? Pour énerver un peu plus Trump. Ou est-ce qu'il y a des vraies raisons d'imaginer que ce ne soit pas transitoire ? Alors, quelque chose que les banquiers centraux, et à mon avis partout dans le monde, regardent en ce moment, ce sont les anticipations inflationnistes. Parce que ça, ils les ont laissé filer, finalement. Alors, jusqu'à un certain point, mais ça doit être, à mon sens, leur nouvelle obsession. Boussole. Et ça, les anticipations inflationnistes, on a des enquêtes, alors qui sont loin d'être parfaites, parce que quand on demande aux gens où est-ce que vous voyez l'inflation dans un an, ils regardent ce qui s'est passé le mois dernier. Mais malgré tout, ça donne une indication, et typiquement, si le pétrole avait continué à monter, là, on aurait eu une forte hausse de ces anticipations. Un risque de désancrage. Un risque de désancrage. Bon. Encore une fois, ce qu'a montré cet épisode d'inflation post-Covid, et donc de cette inflation transitoire qui a duré un petit peu longtemps, c'est que finalement, les banquiers centraux, tout le monde y croit à leur objectif de 2%, et tout le monde y croit encore. Et ça, c'est évidemment une grande victoire. C'est pas tellement de ramener l'inflation vers 2% qui est une grande victoire, c'est que cet objectif reste encore crédible, et Powell ne veut pas casser cet instrument. Alors après, encore une fois, beaucoup de choses peuvent se passer. Pour le moment, les marchés ne croient pas à une baisse en juillet. Ça aussi, c'est intéressant d'ailleurs, puisqu'on a eu effectivement des gens, notamment Christopher Waller, normalement, ces derniers mois, quand il a parlé, il a fait souvent bouger les anticipations de marché. Ça n'a pas été le cas d'une manière significative, en tout cas cette fois-là. Ça veut dire que finalement, cette position d'attente, que beaucoup de banquiers centraux ont adoptée, pas pour les mêmes raisons que Powell, mais beaucoup, a l'air de faire l'affaire jusqu'à présent. Ça nous amène à dire un mot pour finir de la succession de Jérôme Powell, tour de table, mais Nathalie, qu'est-ce qui fait que le marché acceptera l'idée que le successeur ou la successeur de Jérôme Powell soit un bon banquier central, indépendant, qui va quand même baisser ses taux, puisque tout le monde attend quand même quelques baisses de taux de la Réserve fédérale américaine, fin d'année, courant 2026, par rapport à un profil d'un mauvais banquier central, dépendant du pouvoir, qui lui aussi serait amené sans doute à baisser ses taux. C'est peut-être parce que la fonction crée l'organe aussi, dans ce genre de métier. Et Powell est d'ailleurs un bon exemple de cela. Après Bernanke et Janet Yellen, on n'imaginait pas avoir quelqu'un capable de reprendre les rênes de la Fed. Et pourtant, il le fait. Et il le fait avec, un certain panache depuis 2 mois, que vraiment les attaques de Trump deviennent de plus en plus violentes. Le communiqué de la Fed après donc Trump a rencontré... Powell a été convoqué par Trump, exactement. Et la Fed a publié un communiqué laconique disant qu'elle conservait son indépendance et savait... certaines classes. Bon, on verra effectivement comment l'institution peut préserver effectivement cette indépendance. Ça va être un sujet quand même, au-delà du côté people, pour les investisseurs, ça va être un sujet d'attention, de vigilance particulier. On parlait du dollar tout à l'heure. Question de l'indépendance de la Fed, c'est pas neutre, j'imagine, dans le statut d'une monnaie. Ouais, c'est pas neutre, et c'est vrai que cette indépendance, elle est sous les projecteurs et attaquée comme jamais. On parle même, souvenez-vous, d'une shadow Fed. Cette idée que Donald Trump pourrait mettre en place de manière officieuse le nouveau président de la Fed avant la date limite du mandat de Jérôme Powell, qui lui-même donnerait un peu de forward guidance. Donc on aura potentiellement 2 sons de cloche, ça serait du jamais vu, et évidemment pas nécessairement une bonne nouvelle pour les investisseurs. En tout cas, on remettra en cause très clairement cette idée que la Fed est indépendante et mène sa politique monétaire de manière indépendante. Donc, très compliqué pour Jérôme Powell. Une situation aux États-Unis qui est quand même assez complexe aussi à gérer en termes de politique monétaire. Il y a des pulsations stagflationnistes qui, quand même, sont en train de se manifester dans l'économie. La stagflation, ce n'est pas la bonne sauce quand on est banquier central, c'est le moins qu'on peut dire. On voit l'économie un peu
atteindre un point d'inflexion là aussi, commencer à décélérer. C'est assez léger pour l'instant, mais il y a quelques signes avant-coureurs que manifestement, sur le deuxième semestre, on pourrait avoir quelques mauvaises surprises sur ce front-là. On a vu, par exemple, aussi côté inflation, quand même, certes, des tendances un petit peu contradictoires, mais si vous prenez les PMI de juin, on a vu côté services comme côté biens et consommation des pics de hausse de prix qui avaient été assez significatifs. Donc, d'ailleurs, il le dit plus ou moins comme ça, hein, c'est-à-dire que l'incertitude sur les deux mandats, inflation et marché du travail / économie, est très élevée. Ouais. Donc, quand vous mettez tout ça ensemble, l'indépendance et les attaques de Trump, le risque de la shadow Fed, la stagflation qui guette, on est effectivement sur une politique monétaire qui est très incertaine, qui va peut-être nous réserver des surprises. Et d'ailleurs, on voit ces oscillations de perspectives de baisse de taux. C'est devenu une espèce de marqueur permanent du marché depuis plusieurs années. Bien sûr. Le marché passe son temps à reconsidérer ses perspectives. Peut-être que la Fed a du mal à en donner, c'est ça son problème aussi, avec une grosse dépendance à la data qui lui coûte, parce que la data, elle est bruitée, elle bouge beaucoup, et donc il a été d'une part excellent dans sa capacité à remettre un petit peu l'inflation dans son lit et à faire fi des pressions extérieures. On reste quand même sur une équation qui est très nébuleuse et qui risque encore une fois de faire bouger les marchés. Merci beaucoup. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci pour votre participation. Nathalie Benatia, BNP Paribas Asset Management, Raphaël Thuin, Tikeo Capital et Olivier Ringard, Neuflize, OBC étaient les invités de Planète Marché ce soir.